Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous proposons ce soir un grand débat sur la visite d'État que vient d'effectuer en France le président de la République, Macky Sall. Un séjour qui a pris fin ce jeudi, l'heure des comptes, un bilan que nous allons dresser avec nos invités, les économistes Moustapha Kassé, Demba Moussa Dembélé et l'historien Mbaye Thiam. Déjà sur ce plateau, l'historien Mbaye Thiam en compagnie de notre analyste et directeur de l'information TFM, Barkaba, notre chroniqueuse Assoumen Tchoub, rédacteur en chef, qui a réalisé un document sur ce que nous avons convenu d'appeler le prix du sang entre la France et le Sénégal. Nous regarderons aussi les documents de Pape Abdoulaye Der sur la coopération franco-sénégalaise, Ibou Diouf sur la présence de la France au Sénégal. Mais pour commencer, le sujet de Souleymane Touré, notre reporter, nous fait l'historique des visites d'État entre Dakar et Paris. Un extrait d'un documentaire de 13 minutes que nous regardons tout de suite. Sénégal, première colonie française en Afrique francophone. Saint-Louis, première ville française en Afrique. Dakar, capitale de l'AOF. Deux pays, une relation particulière. Le Sénégal et la France sont restés depuis l'indépendance des nations très proches. Une histoire partagée. Nous sommes le premier partenaire français dans l'histoire. Moi, j'aurais même dit que le Sénégal bénéficie d'un rôle de primus inter pares, puisque nous avons très longtemps côtoyé les Français. Nous avons tiré le meilleur bénéfice de cette relation. Actuellement, il existe 200 000 Sénégalais en France. Il existe 30 000 Français au Sénégal. Je pense que c'est ces échanges, ces populations qui se croisent, fait que parfois le Sénégal est un pays de choix. Pendant un moment donné, la ville de Saint-Louis a été la capitale de toutes les possessions françaises en Afrique. Donc c'est une histoire partagée. Mais le plus important, c'est ce qu'on met dans le mot partage. La visite d'État, un moment fort, reste un symbole. Le symbole d'une amitié fraternelle qui lie la France et le Sénégal. Sur le tapis rouge de l'Élysée, le président Macky Sall va donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère des relations franco-sénégalaises. Je crois qu'on doit décliner cette visite en trois dimensions. La première, c'est la dimension, j'allais dire, historique, puisqu'il s'agit d'un pays qui est le Sénégal, qui a une très longue tradition d'amitié avec la France. La deuxième dimension, je crois qu'il faut la mettre sous le compte d'un système. Le Sénégal a un système stable, marqué par une diplomatie affirmée et équilibrée. Et la troisième, et je crois la plus importante, c'est la dimension personnelle, qui est celle faite au président Macky Sall, qui heureusement incarne toutes ces valeurs que le Sénégal a connues depuis très longtemps. Il y a la visite de travail, la visite officielle, et le plus grand degré, c'est la visite d'État, où il y a tous les honneurs qui sont... Entre Paris et Dakar, la liaison n'a jamais été coupée. Une tradition de coopération dans tous les domaines, un courant d'échanges humains et matériels constant du fait de la proximité du lien très fort entre les hommes qui ont incarné les deux États. Senghor Pompidou, deux hommes qui ont été promotionnaires, qui ont fait, n'est-ce pas, les préparations des grandes écoles et qui se sont retrouvés dans le métier d'écrivain. Ensuite, les relations, en tout cas, entre ces deux hommes-là étaient des relations soutenues. Les régimes passent en France et au Sénégal, mais la qualité de la relation demeure pour des raisons beaucoup plus importantes que les hommes, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons économiques et pour plusieurs autres raisons. Après 50 ans d'indépendance, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les hommes sont passés, mais la qualité des relations demeure entre Dakar et Paris pour des raisons historiques. Les présidents Macky Sall et François Hollande à l'Élysée. Plusieurs questions seront au menu. Entre la France et le Sénégal, c'est une histoire partagée. Le décor est ainsi campé. Bonsoir madame. Bonsoir Mamadou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Mamoulou. Barka, la première question à vous. Une visite historique, cette visite du président Macky Sall en France? Mamoudou, tout dépend de ce que cette visite laissera dans la postérité. Le mot historique est un mot un peu convenu. Je pense qu'il est encore très tôt pour qualifier cette visite d'historique parce qu'on n'a pas encore fini de faire le bilan. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une visite qui va rester comme dans le grand sillage des visites qu'on a connues ici à travers des différents régimes qui se sont succédés, de Abdou Diouf à Senghor, dans le sillage de cette manifestation d'amitié sincère ou pas, ou par intérêt entre la France et le Sénégal. Et cette visite de Macky Sall ne déroge pas à cette règle qui voit que les présidents sénégalais sont d'abord de très grands amis de la France. D'autres diront de grands commis, mais bon, ça, je laisse l'appréciation à d'autres le soin de le dire, mais je pense qu'elle restera peut-être dans les annales. Une curiosité, la France a sauté Wade en termes de visite d'État. Peut-être que le président Wade, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, s'est montré moins accommodant que ses prédécesseurs ou bien son successeur Macky Sall, parce que quand même c'est le président Wade qui a eu l'outrecuidance de demander un peu le départ des militaires français, de fermer leur base, ce qui était une sorte de casus belli. Et Wade s'est toujours montré assez spécial, disons, dans ses relations avec la France, dans une sorte de dépit amoureux qui ne disait pas carrément son nom, qui pouvait être très 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 français, qui pouvait rester en France, résider à Versailles avec une épouse française et un fils français, mais qui pouvait aussi remonter parfois les bretelles à la puissance française. Donc je pense que Wade a été un président sous ce rapport un peu atypique, un peu difficile à cerner pour l'ancienne puissance coloniale. Un Wade qui a été quand même presque un envoyé spécial de Sarkozy, on se souvient, en Libye. Exactement. Il y a quelques années. Wade a été capable du meilleur comme du pire. A été le commis expéditionnaire de Sarkozy pour l'opération de Benghazi sous le feu, qui a presque vendu à l'opinion africaine l'idée de dégager ou de déloger Kadhafi. Mais c'est le même Wade aussi qui a eu le courage de poser le débat sur la présence militaire française. Alors à quel Wade se fier entre les deux? On laissera le soin peut-être aux historiens de trancher ce débat. Ben voilà, vous lui tendez la perche. Maïtiam, bonsoir. Bonsoir Mamoulou. Sous le contrôle de l'historien, on peut parler de visite d'État, de visite historique, celle que vient d'effectuer le président Macky Sall en France. Ben, si le mot historique garde son sens scientifique pur, c'est-à-dire inscrit dans la durée, parce que l'histoire des relations entre la France et le Sénégal n'a pas commencé avec l'indépendance, bien avant. Le Sénégal est, en Afrique de l'Ouest, le territoire où la présence française a été la plus ancienne, la plus durable et la plus marquante. Les historiens s'accordent tous pour dire que la colonie du Sénégal était le jardin d'essai du système colonial français en Afrique. Tout ce qui était à tester vers les autres colonies sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur l'ensemble des autres vecteurs était d'abord essayé, testé au Sénégal et selon les réussites, irrigué vers les autres colonies. Est-ce que le Sénégal continue de l'être, même indépendant aujourd'hui? Peut-être pas, parce que les temps ont changé, mais la présence française en termes d'hégémonie dans les pays francophones d'Afrique se mesure à l'accointance des relations entre les gouvernements français et sénégalais. C'est-à-dire que l'entrée de la France en Afrique passe politiquement par le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, économiquement par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une donnée tout à fait nette depuis les années 60. Tout ce qui se fait au sens de l'hégémonie politique passe par le Sénégal. Tout ce qui est dans le sens de l'exploitation économique passe par la Côte d'Ivoire. Et il y a un jeu d'équilibre entre les deux que la France a su maintenir malgré tous les régimes qui sont passés des socialistes à la droite en France. Pratiquement les relations franco-sénégalaises, franco-africaines ont été des relations de continuation sous une autre forme du système colonial français en Afrique. Et pourquoi il y a plus de bruit quand un chef d'État sénégalais se rend en France que quand il se rend aux États-Unis, en Chine ou ailleurs dans le monde? Mais parce que nos relations avec la France ne sont pas les mêmes que nos relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec les pays arabes avec lesquels nous tentons depuis quelques années de nous rapprocher. Le Sénégal et la France, c'est 300 ans d'histoire commune.
c'est des guerres partagées. C'est une forme d'avancée dans le premier système d'assimilation en Afrique a été testé au Sénégal. C'est au Sénégal que la France a pour la première fois accordé la nationalité française à des colonies. En testant les 4 communes et en progressivement en étalant le système vers les autres populations. C'est ici que la politique d'assimilation a été pratiquement une espèce d'équilibre avec celle d'association dans les pays de protectorat de manière parallèle du milieu du 19e siècle à la fin du système colonial. Et on ne savait pas sur quel pied danser. Il y avait des Sénégalais de plusieurs types sous le système colonial français au Sénégal. Et des Sénégalais qui se sentaient profondément français. Les Saint-Louisiens, les Goréens, les Rufisquois se sentaient, il faut le dire, profondément français. C'est quand on lit les mémoires des gens de cette génération entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, on sent des gens culturellement écartelés et qui sont aussi bien sénégalais que français. Et le rapport de la France au Sénégal est un rapport spécifique que l'on trouve spécifiquement au Sénégal et que l'on ne trouve pas dans les autres pays d'Afrique. Maintenant, il faut dire que depuis 60 ans que l'indépendance est arrivée en Afrique de l'Ouest, et surtout dans le système, dans les anciens territoires français, les rapports évoluent en rapport avec les personnalités des présidents français et sénégalais ou des présidents français et africains. Mais fondamentalement, on peut dire aujourd'hui que la continuation de la relation politique, économique et culturelle française et sénégalaise est une forme de continuation des relations coloniales. Maintenant, selon les personnalités des gens qui sont ici ou là, il y a des variantes. Abdoulaye Wade n'a pas eu les mêmes relations avec la France que Senghor. Diouf n'a pas eu les mêmes relations avec la France que Macky Sall parce qu'il y a un problème de génération. Diouf est issu de l'école de la France d'outre-mer. Macky Sall, c'est l'université de Dakar. Et donc il y a forcément pratiquement des différences d'approche dans la relation avec les Français parce qu'il y a des sensations que Macky Sall n'aura jamais parce que Diouf, lui, les a vécues du dedans. Senghor, lui, c'était en fait quelqu'un de profondément français qui nous est arrivé parce que des tentatives de députation en France ont échoué. Et il a été embarqué par le système colonial français pour venir en 1945 briguer la constituante. Et donc, Abdoulaye Wade, c'est un tout autre rapport avec la France, malgré, comme dit Barker, qu'en fait, il avait pratiquement le même profil que Senghor, mais leur parcours politique n'étant pas le même, ils ne pouvaient pas avoir le même rapport avec la France. Barkaba, est-ce que l'historicité de ces visites d'État, ou en tout cas des visites des présidents sénégalais et français, est dans les deux sens? Aujourd'hui, on parle de la visite d'État du président Macky Sall en France, mais imaginons que ce soit un président français qui était au Sénégal pour une visite d'État. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais si c'était un président français, on aurait peut-être dit, les gens les moins sévères auraient parlé de la tournée d'un gouverneur de l'AEF dans son ex-colonie. Quand un président français débarque au Sénégal avec tout le folklore qui sied à ce genre de manifestation, ça rappelle quand même, quelle que soit la bonne volonté de ce président, et ça a été le cas pour tous les présidents français de la Ve République chez nous, on a un peu quand même que c'est la tournée du gouverneur colonial qui vient faire un peu la tournée des popotes dans l'ancienne colonie. Et quand c'est l'inverse, quand c'est un président sénégalais qui va à l'Élysée, qu'on appelle ça visite de travail, visite d'État ou visite de je ne sais quoi, ou officielle, on a un peu l'impression que pour vraiment porter le costume de président de la République, il faut passer par cette étape Paris. Il y a quelque chose de très frappant, Mamoudou. Je pense que le poste le plus prestigieux dans la diplomatie sénégalaise, en tout cas pour les initiés, c'est le poste d'ambassadeur du Sénégal à Paris. Et ce qui est une aberration après l'indépendance. Parce que quand même, le poste pour moi le plus prestigieux, ça devrait être Banjul ou Bamako. Il y a eu quand même une revalorisation. Oui, même s'il y a eu une revalorisation, mais culturellement, on reste de manière quasi névrotique attaché au prestige de la France. Et là, je ne fais pas qu'un procès à nos hommes politiques parce que ce serait un procès un peu facile, mais je pense que ça va plus loin que ça. Il y a une sorte de servitude volontaire et de chaîne de la colonisation
qu'on n'arrive pas à rompre. Et cela va de manière caricaturale jusqu'aux épouses de personnalités ou de Sénégalais riches qui pensent qu'il vaut mieux aller accoucher à l'hôpital américain de Neuilly, pas simplement pour des raisons de plateau technique médical relevé, mais pour des questions de prestige. Et beaucoup de jeunes cadres qu'on voit ici, pour eux, leur consécration, c'est d'amener madame ou les enfants à Paris plutôt qu'à Bandafassi ou aller voir les chutes de Dindefello. C'est comme ça, culturellement. Je veux dire, l'aliénation, si on peut parler d'aliénation, elle est d'abord culturelle. Cela va jusqu'à nos écoles, dans nos collèges, et là où les dégâts sont les plus compliqués en parlant d'aliénation culturelle, c'est d'abord à la maternelle, où on interdit à nos enfants de parler Pulaar ou Soninké ou Diola, où on leur inculque déjà l'esprit français. C'est notre rapport à la langue française qui pose d'abord problème. Et ce n'est pas étonnant que les politiciens qui sont la dernière roue du carrosse soient aussi mentalement dépendants de la France et du prestige français. Moi, c'est mon humble avis par rapport à cette question. Je ne fais pas que le procès des politiques, mais je fais une sorte d'introspection qui nous touche tous pour voir est-ce qu'on n'est pas passé avec la France de relations historiques à des relations hystériques. La coopération franco-sénégalaise, l'Agence française de développement en est le symbole. L'AFD investit au Sénégal 140 millions d'euros par an, soit 1,4 milliard d'euros depuis 2007 pour prendre cette séquence historique, soit près de 1000 milliards de francs CFA. Une coopération bilatérale également marquée par les relations personnelles entre les présidents et les ministres des deux pays. Pape Abdoulaye Der signe le sujet. La coopération entre le Sénégal et la France est symbolisée par l'AFD. L'Agence française de développement est au cœur des investissements de l'État français dans notre pays depuis 1942. L'Agence française de développement, c'est une institution créée par le gouvernement français pour apporter des concours financiers, soit en dons, soit en prêts, aux pays d'une certaine zone. Il n'y a pas que les pays francophones. Mais elle a en tout cas des ressources concessionnelles. Concernant le Sénégal, l'AFD, qui à l'époque s'appelait la Caisse centrale de la France libre, donc est installée au Sénégal depuis 1942. L'AFD intervient au Sénégal en ligne avec les priorités du gouvernement. Donc aujourd'hui, nos actions sont en phase avec les priorités du PSE, du plan Sénégal émergent. Alors nous intervenons au moins dans 6 secteurs, qui sont le secteur du développement rural, les infrastructures, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, enfin l'énergie et les transports, le développement urbain, l'éducation, la formation professionnelle et le secteur privé. Jusqu'à présent, la France est à nos côtés dans la recherche scientifique et technique. Lorsqu'on est pendant longtemps au Sénégal, on phare. Donc on est très fiers de cette coopération. Un sujet complètement d'actualité, c'est le TER. Aujourd'hui, donc l'AFD accompagne le financement du TER. Nous sommes passés d'ailleurs hier, le 15 décembre, à notre conseil d'administration qui a approuvé un financement pour ce projet de 100 millions d'euros aux côtés du Trésor français pour la même somme, donc 100 millions d'euros. On était avec le président Sall à Diamniadio. Le TER, grâce à la France en particulier notamment, va entamer une révolution importante dans le domaine du transport. Les entreprises sénégalaises sont partie prenante, donc c'est win-win. Vous êtes notre premier partenaire et la France sera votre premier allié. L'idéal, ce n'est pas que les entreprises françaises viennent investir au Sénégal et qu'on n'ait pas l'inverse. L'idéal, ce n'est pas que les entreprises sénégalaises soient seulement des entreprises sous-traitantes des grosses entreprises françaises, mais l'idéal, ce serait aussi que des entreprises sénégalaises aillent investir en France, parce que nous sommes dans la mondialisation. Mais un investissement direct étranger, c'est ça qui développe un pays. Un pays se développe avec l'investissement direct étranger. Si les entreprises françaises viennent investir en Afrique, au Sénégal, c'est parce qu'ils aiment le Sénégal, oui, ils aiment le climat, mais c'est surtout parce qu'ils se disent que quand même c'est l'un des rares pays d'Afrique où vous avez une sécurité juridique et judiciaire.
c'est l'un des rares pays d'Afrique où vous avez un état de droit. Et c'est pourquoi ils viennent ici. Des relations franco-sénégalaises fortement marquées par les rapports personnels qu'entretiennent les présidents et premiers ministres des deux pays, de Senghor à Georges Pompidou, en passant par Giscard d'Estaing, Abdou Diouf, François Mitterrand, Jacques Chirac, Maître Abdoulaye Wade, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ainsi que leur premier ministre. Il n'y a jamais eu de crise entre Sénégal et la France, jamais à ma connaissance. Depuis Sédar Senghor, le professeur Senghor, jusqu'à président Macky Sall, on n'a jamais connu une crise majeure, même gérée de façon discrète, à ma connaissance, disons. Ça veut dire que les États ont des amis, quelquefois. Et on reviendra tout à l'heure sur ce couple franco-sénégalais. Il y a l'immigration dans l'autre sens. On n'en parle pas beaucoup. Mais le Sénégal apparaît comme une terre d'accueil pour de nombreux Français. Ils sont au nombre de 20 000 contre 300 000 Sénégalais établis en France. Au Sénégal, des couples franco-sénégalais se forment et des citoyens français s'activent dans plusieurs domaines d'activité, bien entendu. Un véritable métissage culturel entre Paris et Dakar, objet du dossier signé Ibou Diouf. Sénégal Samaréo, Niofar. Sénégal Dafaner Torop. J'habite à Dakar depuis 8 ans et je connais le Sénégal depuis 20 ans. Moi je suis à moitié sénégalaise, donc c'est un peu mon pays. Comme s'il s'était passé le message, le Sénégal fait partie de leur vie. Loin de leur terre natale, ces Français se sentent bien sur une autre terre, le Sénégal. Vivre au Sénégal, c'est recevoir un peu de cette hospitalité, de cette teranga sénégalaise et bien évidemment de la sûreté et de la sécurité que ça apporte. J'ai 31 ans, ça fait bien 15 ans que je vis au Sénégal. Voilà. Pour moi, c'est vraiment mon pays d'adoption. J'y suis, comme je l'ai dit, depuis 12 ans. Donc je n'ai aucun problème avec le Sénégal. C'est vraiment un pays accueillant. Je pense que la frontière psychologique entre le Sénégal et la France est pratiquement au niveau zéro. C'est-à-dire qu'on est vraiment très proches. Les citoyens français établis au Sénégal s'investissent dans différents secteurs d'activité. J'ai décidé, après 25 ans de bons et loyaux services en France, de changer d'atmosphère. J'ai donc commencé un petit peu à prospecter sur différents pays. Et après que mon choix ait hésité entre le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de venir m'installer au Sénégal. Le choix du Sénégal n'est pas fortuit, une terre qui se distingue par une hospitalité légendaire. Au-delà d'une tradition d'hospitalité et de paix entre les gens, il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal, il n'y a pas eu de massacre au Sénégal. Le Sénégal a aussi aujourd'hui un véritable rôle moral et ça lui permet de montrer par le biais de ses traditions qu'il y a d'autres façons de vivre que la guerre, qu'il y a d'autres façons de vivre que la confrontation. Et aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a gagné sa place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par la présence de ses soldats sur les différents fronts, par sa défense de la liberté contre le terrorisme. Quand je suis arrivé ici et que je me suis installé, j'aurais jamais imaginé que le Sénégal soit un pays aussi riche, de sa population aussi diversifiée. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé, étant établi ici au centre du plateau, à me rendre compte qu'effectivement il y avait toute une diversité très importante de gens, m'intéresser aussi à la religion musulmane, parce qu'effectivement ici il y a une pratique qui est assez différente de ce que j'avais l'habitude de côtoyer ou d'un peu connaître en Europe et notamment en France. Quelle que soit la classe, la position des gens, au Sénégal, les hiérarchies sociales ne se vivent pas au quotidien, on fréquente tout le monde, que ce soit un taximan, un boutiquier, quelqu'un qui travaille dans un ministère et ça enrichit forcément les relations. Oui. Au Sénégal, certains Français ont décidé de s'installer dans l'optique de mener une vie paisible. Le Sénégal et la France, deux pays et une histoire commune, un rapport qui se manifeste aussi à travers la culture. Vous faites quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moustique. Moustique. Ce ne sont pas des moustiques, hein? Puis celle-là? Bunti d'afba umberkumun. Comment va rappeler wax? Comment va Sénégal neex na trop. Jërëjëf. Ba beneen yoon.
Baïtiam, une photographie historique des couples. On a vu dans le premier document le couple Senghor, Georges Pompidou, mais avant cela, Senghor a connu aussi le général de Gaulle, mais il y avait une très grande amitié entre Senghor et Pompidou. Et puis, il y a Diouf, Chirac. Wade Sarkozy, ce n'était pas une amitié à proprement parler, mais il y avait beaucoup de complicité et de ressemblance. Et puis aujourd'hui, Macky Sall, François Hollande. Qu'est-ce que vous dites de ces couples? Mais c'est la continuation de l'histoire. Vous savez, Mamoudou, l'histoire, ce n'est pas seulement une domination politique. Ce n'est pas seulement une exploitation économique, c'est aussi un brassage culturel. Et le Sénégal a influencé la France dans ses rapports avec l'Afrique, comme la France a influencé le Sénégal culturellement. Et je disais souvent que si on regardait souvent les archives et si on lisait certains rapports, on se rendrait compte comment. Parce qu'au Sénégal, il y avait un colonnat. Dès 1850, il y a eu un colonnat, c'est-à-dire que derrière le commandant de cercle, l'administrateur, il y avait des commerçants, il y avait des entrepreneurs et des gens qui venaient pour s'installer durablement. Et quand en 1870-75, on a mis en place le premier conseil général hors des colonies, hors de la métropole, qui était le premier créé hors de la métropole, alors qu'il y avait des régions de France qui n'avaient pas encore de conseil général. Il était composé aux 2/3 de Français, des avocats, des entrepreneurs, des commerçants de Saint-Louis et des autres communes, mais il y avait des Sénégalais, bon teint, qui étaient nés dans les 4 communes et qui étaient français comme leurs collègues. Les Guillabert, les Crespin, les Lamotte, mais c'est des Français du Sénégal qui ont fini par se sénégaliser. Et aujourd'hui, vous retrouvez à Saint-Louis des Crespin et des Lamotte qui sont aussi noirs que moi, mais c'est le résultat de ce brassage. Quand Pinet-Laprade arrive en 1860 à Saint-Louis, mais il parle avec émerveillement des relations entre les Français du Sénégal et les Français et les Sénégalais. Et ça laisse des traces. J'ai travaillé il y a quelques années aux archives départementales de l'Ariège en France. Et on est allé avec la directrice faire des collectes de documents iconographiques dans les montagnes ariégeoises, des Pyrénées qui séparent la France de l'Espagne. Il y a des villages qui au 19e siècle, en Ariège, étaient appelés des villages de Sénégalais. Au 19e siècle. On parlait de villages de Sénégalais. Et il y a tout un ensemble d'histoires et d'anecdotes qu'on raconte dans les montagnes ariégeoises en parlant de gens qui sont revenus du Sénégal tellement riches que quand ils se promenaient sur la place du village, quand ils tombaient de leur poche une pièce de monnaie, ils la ramassaient pas. Et le rêve des jeunes ariégeois, c'était le Sénégal au 19e siècle. Et ça laisse des traces, Mamoudou. Et on a essayé ici tout ce que la France essayait de faire pour que la colonisation soit pérenne, perpétuelle. L'assimilation, ça a été tenté ici. Et quand on a rencontré des difficultés, au lieu de reculer, on a essayé des subterfuges. Parce que les Français ne pensaient jamais quitter le Sénégal. Et en quittant, ils ont laissé des accords d'indépendance que les historiens n'ont pas encore assez lus, que les politiques même n'ont pas encore assez lus et qui sont extrêmement complexes. Notre université était la 18e université française, dépendant de l'Académie de Bordeaux. Et jusqu'en 1976, le recteur était un Français et c'est la France qui payait les salaires. Les archives du Sénégal sont les seules archives que la France a laissées dans un pays anciennement colonisé. On a rapatrié les archives d'Afrique centrale, on a rapatrié les archives d'Indochine, rapatrié les archives d'Algérie, ce qui reste d'ailleurs un contentieux entre la France et l'Algérie jusqu'à maintenant. Les archives du Sénégal, et les archives de la colonie du Sénégal et celles de l'AOF ont été gardées au Sénégal, avec un directeur français. Le dernier directeur français du Sénégal, c'était celui des archives nationales. Jusqu'en 1976, c'est un Français qui était directeur des archives du Sénégal. Et ça laisse des traces. Ensuite, l'école. L'école est une ancienneté dans ce pays. Denis Bush, dans sa thèse, et beaucoup d'autres historiens sénégalais ont étudié comment l'école a essayé de transformer progressivement les Sénégalais en Français. Et Feder, pour ne pas le nommer, disait dans un de ses rapports, développer l'école. Et il ajoutait, l'école est un merveilleux moyen de colonisation. Feder.
L'école est un merveilleux moyen. Or, nous n'avons pas décolonisé le Sénégal quand on a fait l'indépendance. Ça, au moins, les historiens le savent. À l'indépendance, on ne s'est pas arrêté pour faire l'état des lieux, prendre ce qu'on pouvait prendre de positif et maintenant choisir ce que nous allons retenir de notre héritage commun. On a continué sur un système français. Senghor nous a conduits pratiquement comme un Français du Sénégal. Barkaba, des Français au Sénégal, on a entendu un Français dire Niofar, une autre qui danse le sabar. C'est un effet de mode ou c'est vraiment quelque chose de vécu, quelque chose de profond quand on parle de métissage? Je pense que c'est sincère et qu'il y a beaucoup de Français qui aiment beaucoup le Sénégal, qui parlent toujours de la teranga, de l'hospitalité légendaire des Sénégalais. Et c'est vrai que comparé à certains pays de la sous-région, notre pays peut apparaître comme un havre de paix. Mais le problème, c'est que ces Français qui tiennent ce discours de carte postale quasi idyllique qui dépeigne un Sénégal des rêves, est-ce qu'ils tiendraient le même discours quand ils verront notre compatriote immigré soninké de Barbès ou Modou en France? Est-ce qu'ils lui tiendraient ce même discours? Moi, j'ai toujours été extrêmement étonné des scores élevés du Front National au Sénégal. Ça aussi, c'est une autre réalité. Quand on fait la cartographie des différentes élections qui se sont déroulées au Sénégal, on a toujours remarqué un score assez élevé du Front National au Sénégal. Et ça aussi, ça pose des interrogations légitimes. Mais justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de parler un peu davantage de l'immigration dans le sens inverse? Absolument. Plutôt que toujours, quand on parle d'immigration, qu'on fasse allusion, ce qui est une réalité, c'est vrai, des embarcations de fortune, la clandestinité et tout, mais il y a des Français de plus en plus qui viennent au Sénégal, qui viennent en Afrique, parce qu'il y a la crise aussi chez eux. Et absolument. Et on parlait tout à l'heure de décolonisation. Cette absence de décolonisation va jusqu'à quelque chose de très caricatural. Quand les Français viennent ici, c'est des expatriés. On ne parle jamais d'immigrés français au Sénégal, alors que parfois le dernier des Français qui a perdu son boulot... Si on parle français, c'est des immigrés. C'est des immigrés, c'est des Français. Mais qui recherchent du boulot et qui souvent, du seul fait, justement, du fait colonial ou de cette aliénation culturelle dont je parlais, c'est quelque chose de très frappant dans le milieu de la restauration sénégalaise. Un Français, même non qualifié, qui n'est jamais sorti d'école d'hôtellerie, a de très fortes chances de supplanter les Sénégalais qui ont fait de très bonnes écoles d'hôtellerie pour comme maître d'école et du seul fait de leur couleur d'avoir un avantage et un salaire que les autres cadres sénégalais bien formés n'ont pas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, je ne caricature pas, mais il n'est pas rare de rencontrer aussi des cas assez scandaleux, de voir des immigrés sénégalais au Sénégal être considérés comme des citoyens de première classe par rapport à des nationaux. Ça aussi, c'est un problème, je pense. Assoumen Thioub qui piaffe d'impatience, tu seras servi tout à l'heure. Au-delà du Sénégal, la France et l'Afrique, pendant plusieurs siècles, le pays de Marianne s'est reposé sur une certaine jeunesse africaine pour se construire, se bâtir. Traite négrière, colonisation, bataillon armé, l'Afrique, le Sénégal ont toujours été un bon grenier pour la France. De bonnes graines parfois mal semées, mal entretenues, mal récompensées aussi, mais qui ont toujours donné le meilleur d'elles-mêmes. Les tirailleurs sénégalais en sont le meilleur exemple. C'est le prix du sang. Regardons. Au nom du drapeau, au nom du sang, ils ont tout sacrifié, tout bravé. L'obscurité, le froid, les canaux, le chaos, froide existence au fond des tranchées. Aujourd'hui, on parle des tirailleurs, mais les tirailleurs ont ce qu'on appelle leurs ancêtres. Leurs ancêtres, c'est qui? C'est ce qu'on appelait les laptos. Les tirailleurs ont participé à toutes les campagnes des troupes de marine françaises. Pour la France, les tirailleurs feront toutes les guerres, de grandes guerres, dans un monde inconnu, un monde d'atrocités.
Les conditions de vie de ces tirailleurs, c'était le plus souvent lamentable. Le bleu, le blanc, le rouge. Pour hisser ces 3 couleurs au sommet, Mamadou Niang a donné 44 ans de vie. Fréjus, Bayonne, Pau, Algérie, Madagascar. Plusieurs guerres, des médailles, un livre, une fierté, toujours debout. Nous sommes nés français en ce temps-là. Nous nous sommes battus pour la libération de l'autre sans comprendre. Parce que nous nous battions pour le drapeau français. Des morts, des blessés, aujourd'hui des tombes anonymes. Le mémorial de Thiaroye. Thiaroye, terre de souffrancière, aujourd'hui terre de souvenirs. C'est un symbole, le cimetière des tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? C'est toutes les 17 nations qui ont contribué vraiment à la constitution de la force noire. Derrière elle, toute une histoire. Au fond de ces tombes aussi, l'obscurité. Obscurité autour des identités. Pour trouver la vérité, ce sont les fouilles archéologiques. Flou sur le nombre de morts, flou sur le lieu d'enterrement et flou sur les pensions. Thiaroye, c'était en 1944 et la question des pensions va refaire surface en 1959. C'est en ce moment que la France donc, va procéder à ce qu'on appelle la cristallisation des pensions. Et quand enfin, avec Sarkozy, la décristallisation a été totale, mais c'était pour qui? Pour quel tirailleur? La plupart étaient déjà partis. Parmi eux, Mame Khar Diouf. À côté de Senghor, Mame Khar a combattu. J'ai été prisonnier en Allemagne avec Senghor. C'est même grâce à lui que nous avons été libérés. Il nous avait dit que nous allions en guerre, mais il faut dire que notre avis ne comptait pas trop. Ils nous sont, à la limite, tombés dessus et embarqués. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais. C'était des moments atroces. À l'époque, notre solde était de 15 francs. Après la guerre, nous avions droit à du riz et à 100 000 francs par an. Ablaye Ndiaye, Mame Khar, Mamadou Gueye, Mamadou Niang, Bourama Djembe et bien d'autres avaient dit oui à l'appel de la patrie, oui à l'appel de l'honneur. Assoumane Thioub, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Des images poignantes, vous avez signé ce document, Le prix du sang, des jours de tournage, des heures d'interview, une longue histoire. Un choix difficile pour une synthèse de plusieurs siècles d'histoire, n'est-ce pas? Mamadou, il faut le dire, choix extrêmement difficile parce qu'il y avait beaucoup de rush, des jours de tournage, mais aussi des heures et des heures d'interview. Je donne juste un exemple. Pour l'interview de Mame Khar, on était à 1h24 minutes. Alors que moi, pour le reportage, je n'avais que 13 minutes. Pour l'interview de M. Koné, du Musée des Forces armées, en même temps historien, nous avons fait 50 minutes. Ouais. Pour Mbengue Gueye, 45 minutes. Et pour la dernière interview, presque 25 minutes. Alors que moi, je n'avais que 13 minutes. L'embarras du choix. L'embarras du choix. Oui. Maintenant, bon, face à 5 heures de rush, face à 300 ans d'histoire, 3 siècles, face à l'histoire de nos nations qu'il faut raconter en 13 minutes, que faire? Le premier jour, éclater les rushs, mettre de côté chaque extrait et être peut-être face à une cinquantaine d'extraits et se dire quoi choisir sans tronquer l'histoire, sans recevoir les coups des historiens et respecter les règles du métier du journalisme. C'était pas facile du tout. Et une frustration en plus, parce que c'est une mine d'informations. Bien sûr, Mamadou, beaucoup de frustration parce qu'il faut dire que chaque phrase, chaque bribe de mots, chaque pan, c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire de deux peuples, c'est l'histoire d'un continent, c'est l'histoire de plusieurs vies, c'est l'histoire des moments de sacrifice, d'énormes sacrifices, sacrifices de jeunes hommes qui ont pratiquement tout donné. 5 heures de rush, que faut-il choisir? On s'est dit, il n'y a pas de souci, nous allons faire le maximum en mettant
en exergue les temps forts de l'histoire. Et quand je dis les temps forts, quand je dis les temps forts de l'histoire, le professeur est là. Il y a les deux grandes guerres, il y a la colonisation, il y a la traite négrière. Mais à un moment donné, je me suis dit, depuis quelque temps, nous parlons des tirailleurs. Le tirailleur. Essayons de creuser l'histoire des tirailleurs sénégalais.